Previously in Cineclack. Dans le but de rétablir la balance dans la force, le docteur et le professeur avaient pénétré la nouvelle matrice. Celle-ci se dérobant sans cesse à toute analyse, nos agents se sont égarés un peu plus. Et pour pimenter un peu ce long voyage vers l'inconnu, ils ont bien voulu répondre à une question qui est sur toutes les lèvres depuis leur première apparition. Qui sont le docteur et le professeur? Pourquoi? Comment? Restez à l'écoute, mes amis, car aujourd'hui, le docteur et le professeur vous diront tout. Ils ne vous cacheront rien, à moins qu'ils ne vous disent rien et vous cachent tout. Ou l'inverse. On ne sait pas trop bien, en fait. Avec eux, tout est possible. Mais quelle que soit leur décision, ils le feront en musique. Et pas n'importe quelle musique. La musique de film, oui, c'est leur passion. Oui, des êtres pervers, sans doute. En tout cas, un peu extraordinaire. Place au podcast. Toutes nos impulsions ne sont plus sous notre contrôle. Nous sommes leur bétail. Nous sommes élevés pour devenir des esclaves. J'ai vécu des expériences troublantes. J'ose pas en parler parce que j'arrive pas à expliquer les faits. Un pistolet philosophique. Le pire, c'est qu'ils pensent qu'on doit plus ce qu'ils racontent. C'est le genre de raisonnement que je déteste. Professeur, quand on s'est connus, la première fois qu'on s'est parlé, qu'on a discuté, qu'on a échangé, on a vu qu'on avait des points communs, c'est-à-dire notre passion pour la musique de film. Exactement. Voilà. Et en fait, je pense que vous êtes comme moi, professeur, c'est que la musique de film, c'est lié à votre cinéphilie, c'est-à-dire que ça s'est peut-être fait en même temps. Oui, c'est apparu pratiquement en même temps. Il y a eu des prémices un peu avant, mais quand j'ai commencé à aller au cinéma, j'ai commencé à écouter aussi la musique des films. Donc, ma culture se forgeait sur deux niveaux en même temps. Et, D'accord. Et je pense qu'on a eu, vous et moi, cette chance d'être né, d'être ado dans les années 80, parce que musicalement au cinéma, c'était quand même une période assez intéressante. Je sais plus si je dois dire vous, tu... Bref, ce que je te disais... Maintenant qu'on se connaît, on a déjà fait un podcast, on peut se tutoyer, professeur. C'est vrai, docteur. Ce que je te disais hier en antenne, c'est que par exemple, je serais ado aujourd'hui en voyant ce que le cinéma nous propose, et ce qu'il nous propose surtout musicalement, je ne suis pas sûr que je serais passionné par la musique de film. C'est bête, hein, mais c'est comme ça, quoi. Ça tient un peu de choses, en fait. C'est être au bon moment, au bon endroit, la bonne période. Et maintenant, pourquoi j'ai accroché à ça, je sais pas, parce que chez moi, on était assez pauvres et mes parents n'étaient pas branchés culture, quoi. Donc la musique, chez moi, c'était de la variété, hein. C'était que ça, quoi. Donc, j'avais pas de prédisposition ni à aimer le cinéma, ni à aimer la musique, ni à aimer la littérature. J'ai peut-être été adopté, en fait. Ouais, j'ai pensé pareil longtemps pour ma part aussi. Et qu'est-ce que j'avais comme disque à la maison? On avait... Ah si, Il était une fois dans l'Ouest, parce que tout le monde l'avait. J'avais l'intégrale, ou presque. Non, j'avais pas mal de disques des Beatles par ma mère. Mon père écoute pas de musique, toujours pas d'ailleurs. Et puis musicalement, ouais, c'était quand même Jean Ferrat. Alors là, Jean Ferrat. Donc Jean Ferrat, les Beatles, Alain Barrière. Ah oui, Alain Barrière. Charles Aznavour, voilà, trucs comme ça. Et... mais je critique pas parce que voilà, les gens ont d'autres passions dans la vie et voilà, c'est pas très grave en fait, hein, quand on regarde bien, parce que c'est pas ça qui crée des vocations. Et là je suis en train de m'enfoncer, donc je couperai ce passage de merde. Voilà, donc je vais repartir sur l'observation. De mon côté c'était pareil, professeur. Chez moi, il y avait peu de disques. Il y avait le 33 tours de L'été une fois dans l'Ouest, que je connaissais par cœur, mais qui me touchait pas plus que ça, parce que Ennio Morricone, j'ai jamais été ultra fan. J'aime bien, mais sans être ultra fan de ce qu'il a fait, parce que il a eu plusieurs périodes dans sa vie, hein, il a fait des choses prodigieuses,
Et je trouve que c'est assez inégal, quoi. Après, voilà, c'est le maestro, tout ça, peut-être. Non, mais je suis content, Ok. je suis content que tu dis ça parce que je pense exactement la même chose. Et souvent, les amateurs de musique de film sont prêts à te charcuter, quoi, si tu dis que t'aimes pas Morricone, quoi. Ceci dit, Morricone avait aussi un intérêt, enfin, dans sa musique, je pense, il faisait des mélodies qu'on n'oubliait pas. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'ai vu Icomicar, quand j'étais ado, bah, quand tu écoutes la BO, c'est pas forcément génial. Je veux dire, il y a plein de morceaux qui servent à rien dans l'album, mais il y a deux, trois trucs qui ressortent, et c'est fabuleux, quoi. C'est d'enfer, quoi. T'as des mélodies qui te restent tout le temps, et il a fait des choses qui étaient... Mais ça vient de sa formation. Je pense qu'il a dû faire beaucoup de rock quand il était jeune, ou pas mal de choses comme ça, parce qu'il a fait beaucoup de musique de film, d'action, dans les années 60, avec beaucoup de guitare électrique, beaucoup de choses comme ça. Enfin bon, voilà. On n'est pas là pour parler de Ennio Morricone, on y viendra à un moment. Oui, bien Forcément, on y sûr. viendra, parce qu'il a quand même traversé Oui. je sais pas combien de siècles, hein, franchement. Ouais. Oui, Il a connu Mozart, enfin tu vois. Et il a fait aussi quand même franchement des choses vachement bien. Mais on y reviendra peut-être quand on démarrera, si on parle de Carpenter. Parce qu'il y a quand même une anguille sous roche. Il y a quand même un truc qui est pas clair derrière tout ça. Ouais, qui c'est Et, qui a composé The Thing? Ouais. D'où vient la poule de l'œuf et d'où vient Morricone de Carpenter pour The Thing. Donc voilà. Alors voilà, donc je sais même plus où j'en étais. La digression, mais à son apogée, quoi. Ouais, donc voilà, musicalement, c'était ça. Et je crois que mon premier 45 tours que j'ai acheté volontairement quand j'étais gamin, c'était Queen, tu vois, pour te dire, c'était We Will Rock You. Et voilà, ça c'est mon premier 45 tours. Par contre, à la maison, il y a un truc que j'aimais bien, c'est qu'on avait un 33 tours qui était Pierre et le Loup, raconté par Jean Noin. Et Pierre et le Loup, putain, mais ça envoyait le pâté, quoi. C'est-à-dire que il y avait déjà toute la structure des musiques de films dedans, c'est-à-dire toutes les thématiques, tout était là, ça te racontait une histoire par la musique. Et je pense que c'est un des disques les plus importants que j'ai entendu dans ma vie, vraiment, quoi. Je sais qu'on l'avait aussi écouté en classe de musique au collège, je pense. Et c'est vrai que ça faisait... j'étais pas encore là-dedans, donc j'aurais pas pu dire ça à l'époque, mais rétrospectivement, oui, ça fait très bande originale, quoi. De toute façon, beaucoup, dont John Williams, s'en sont inspirés. Hein. C'était très thématique. Prokofiev a fait Voilà. de la musique, hein. Il a fait des musiques de films, Prokofiev. C'est narratif, c'est thématique. Alors moi j'ai découvert ça quand j'étais petit, puisqu'on l'a même écouté en maternelle, j'ai un souvenir de ça. Et c'était pas le même disque que chez moi, donc ça faisait bizarre. C'est la même musique, mais pas la même enfin, c'est pas raconté par la même personne. Donc il y avait un petit côté un peu étrange. Et je pense que c'est ça qui m'a ouvert. J'ai été sensibilisé à la musique de film, je pense par ça, assez tôt, à l'écriture par thème. C'est pour ça que j'ai dû flasher directement sur John Williams dans Star Wars. Mais entre-temps, il y a eu les séries télé. Est-ce que toi, ça t'a marqué autant que moi ? Oui, beaucoup, parce que moi, je n'ai pu aller au cinéma que très tard, habitant en province, dans un petit village, même si... T'as pas eu l'électricité tout de suite Non, il n'y avait pas le courant. Voilà, je devais aller au puits chercher de l'eau. Enfin, C'était horrible. Et il y avait les loups. Ouais, les loups, puis les vilains tenanciers d'auberge et tout, quoi. Ma mère a essayé de me vendre au Thénardier, mais bon, n'importe quoi. Ouais, non, mais d'un autre côté, tu sais, en région parisienne, il y avait le Seigneur qui nous protégeait. Hein. Non, donc je disais, oui, le cinéma était dans la ville, quoi. On n'est pas loin, quoi, mais moi j'étais petit, mes parents, il était hors de question qu'ils me laissent prendre le bus pour aller dans la grande ville. Donc, mes premiers contacts entre la musique et l'image, parce que c'est important on parle de musique de film, donc c'est important de pas se contenter de parler de la musique hors du film. Donc, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'était ce rapport entre l'image et la musique. Et c'est les premiers contacts comme ça, c'est passé par les séries télé et les génériques surtout de séries télé. C'était, je regardais ça et j'attendais plus le générique que la série après, quoi.
Et t'en as... C'était addictif, hein, générique. Hein. C'était Ouais. vraiment ça. On attendait tous Manix, on attendait Mission Impossible, et on chantait dessus en même temps. Quoi. Voilà, quand c'était bien fait, quand le montage du générique était très bien, t'avais une sorte de symbiose entre l'image et la musique, le son, quoi. Et, c'était pour moi, c'était des mini-films, en fait, quoi. Et, Amicalement vôtre. oui, Amicalement Vôtre, Chapeau melon et bottes de cuir aussi. Alors, Voilà. je sais pas si tu te souviens, c'était surtout la période Diana Riggs. Et la musique commençait pas tout de suite. Tu sais, t'avais une petite intro avec... c'était pas la batterie, mais t'avais des percussions, tu sais... Quand il commençait... Ouais. Avec le verre. Voilà. Et après, la Ouais. musique arrivait, quoi. C'était... Ouais, c'est un signal. ouais. C'était excellent. Moi, j'aimais bien la musique des Têtes Brûlées, par exemple, aussi, quand j'étais gamin. Je m'en souviens, mais ça m'a moins marqué. J'étais pas fan de la série. Moi, j'aimais bien parce que j'aimais bien Robert Conrad, qui était un acteur. Ah, je ne te capte plus. T'es toujours là? Ça a figé. Je t'ai perdu? Allô, docteur? Je t'ai perdu. Le docteur et le professeur se seraient-ils perdus dans une spirale temporelle? Ces choses arrivent parfois, quand on fait revenir à la surface des souvenirs. Enfin, tout ceci est très passionnant et nous allons continuer à les écouter. Et regarde, c'est incroyable, nous sommes dans une spirale temporelle. Je parlais des Têtes Brûlées, voilà, qui m'avaient vachement plu musicalement. Il y avait plein de musiques pas mal, genre Colorado, tout ça. En fait, on se souvenait de toutes les musiques des séries. Oui. Elles étaient toutes mémorables. Cosmos 1999, c'était pareil. Ah oui, le générique. En même temps, putain, qu'est-ce que c'est bien. La guitare électrique dessus. Mm. C'est quand même... Waouh. Et j'avais remarqué au générique que c'était la même personne qui avait fait Les Sentinelles de l'air. Mm. Oui, puisque c'était le Parce que- même créateur. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'était cool de regarder le générique parce que t'arrivais à voir, quoi. Les Sentinelles de l'air, quand je suis tombé par hasard quand j'étais tout petit, j'étais fasciné, quoi. C'était bien. Hein. J'avais l'impression d'avoir trouvé quelque chose d'unique, quoi. Bah, c'était unique, hein, de toute Ouais. manière. Il y avait, Alors que il y avait des explosions. j'ai jamais été accro aux marionnettes ou quoi. Mais là, j'étais complètement sidéré. Bon, il y avait ce côté high-tech, espionnage, science-fiction. Ouais, parce que ça se passe en 2200 quelque chose, un truc Ouais. comme ça, tu vois, à la base. Miss Pénélope. Ouais. Moi, j'avais la voiture en Dinky Toy. On Ouais. jouait. Elle était énorme par rapport à mes autres petites voitures, tu vois, qui Ouais. lançaient des missiles et tout. Et puis il y avait Daddy Penelope avec Parker dedans. C'était vachement bien, quoi. Ah, parce que c'est ça qui était intéressant. C'était une époque aussi où il y avait les jouets. Puisque on n'avait pas de magnétoscope, on n'avait pas. Il y avait tous ces trucs-là qui n'existaient pas encore. Donc, quand tu voulais prolonger le plaisir des séries ou des films, t'avais des jouets à cette époque-là. T'avais des trucs comme ça. Et tu retrouvais, t'avais ta voiture de Starsky et Hutch, là le chiffrine à la musique, Starsky et Hutch, t'avais la voiture de Batman, même si on connaissait pas la série Batman, Ouais. mais t'avais plein de trucs comme ça. Il y avait les voitures de James Bond. En fait, quand t'étais gamin, c'était les solutions que t'avais, quoi. Tu pouvais pas revoir le film comme ça, t'avais ça. Et Ou moi, vas-y. je regrette, je sais pas ce que j'en ai fait, mais j'avais la figurine de Goldorak, le vaisseau avec Goldorak qui sort et tout en métal. Spirale temporelle. Bon, on l'a tous eu, ça. Hein. Et Ouais. on l'a tous perdu. Ça, on l'a tous paumé. Alors, mais c'est bon, c'était bizarre. Et après, par contre, j'avais remarqué un truc dès 77, en fait. Quand on voulait prolonger ce plaisir du film, il y avait deux choses. C'était soit tu trouvais la musique, et c'était compliqué, soit tu t'achetais la BD de l'adaptation Marvel. Et là, par exemple, quand Star Wars est sorti, il y a eu l'adaptation Marvel direct. C'était ahurissant, avec des scènes coupées qui étaient dans la BD, Ouais. tu vois. Mais moi, mon Star Wars, le premier, Un Nouvel Espoir, c'est comme ça que je l'ai connu. Hein. J'ai lu la BD avant de voir le film. Le film, je l'ai vu longtemps après. En fait, j'ai pu voir l'Empire contre-attaque parce qu'il était ressorti l'été avant le Retour du Jedi. Puis j'ai vu le Retour du Jedi, mais j'avais toujours pas vu Star Wars. Et donc le Retour du Jedi est sorti en septembre 83. Et je crois que c'était en novembre ou décembre 83. Un des cinémas de ma ville avait décidé de projeter les trois à la suite, quoi. Alors, Bien joué. là, j'ai dit à mes parents, ok, vous me voyez pas de quelques heures, là, samedi, je suis rentré à 2h au cinéma, je suis ressorti, il était 20h ou je sais pas, enfin bon.
Et là, j'ai enfin vu Star Wars, quoi. Mais ça ne me gênait pas de ne pas l'avoir vu, parce que justement, j'avais lu la BD. Donc, j'étais au courant, quoi. J'ai découvert la BD dans Télé Junior, qui était une revue complètement débile, mais c'était rigolo. En fait, ça reprenait les séries télé en bande dessinée. Et il y avait un petit fascicule en noir et blanc avec Star Wars dedans, et c'était sorti genre 2 mois avant le film. Et il y avait les 40 premières pages en 2 mois, quoi. En fait, il y avait 20 pages par 20 pages. Et c'était Howard Checking au dessin, Ouais. dans le premier épisode. Et je trouvais que le dessin était immonde, et en même temps, c'était fascinant, quoi. Et Ah oui, c'était très particulier finalement, hein, comme dessin. ouais, mais en fait, j'aime bien, quoi. Il avait une énergie. Et ça démarrait en plus, c'était exactement comme le scénario de Star Wars, pas comme le montage final. Donc on voyait tout le montage tel qu'il devait être au départ, quoi. Et par contre, quand j'étais juste avant, en fait, dans l'année, j'avais été malade chez moi. Ça devait être en... Waouh, c'était l'été, j'ai dû faire une insolation, un truc comme ça. Et, ou à la rentrée, bref. Avant la sortie de Star Wars, il y a eu une émission qui s'appelait Aujourd'hui Madame, qui était une émission pour les mamies qui se faisaient chier l'après-midi. Tu vois, qui buvaient du thé en regardant la télé. Je m'en souviens, oui. Il parlait des films de la rentrée. Et ils ont montré un extrait d'un film qui cartonnait aux États-Unis, qui s'appelait Star Wars. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi? Moi, j'étais malade devant ma télé, j'étais avec ma grand-mère, ça devait être au mois de début septembre. Et je vois, j'ai rien compris à ce qui se passait à l'écran, en fait. Hein. C'était un passage de la bataille dans l'étoile de la mort, dans la tranchée. On recadrait évidemment, hein, pas en scope, donc on voyait carrément que dalle. Mais t'avais une musique à fond, des bruitages à fond. Et je savais que ça serait génial, quoi. Voilà, quoi. Et 77, c'était une pure année, puisqu'il y avait L'espion qui m'aimait qui est sorti au cinéma aussi, quoi. Enfin, voilà. Mais les gens aujourd'hui, surtout les jeunes, ne réalisent pas ce que c'était, pourquoi c'est aussi important pour notre génération. C'était vraiment une claque. Aujourd'hui, ils sont blasés. Là, c'est le discours vieux qui revient. Ah ouais. Faut que je sois un jingle vieux, quoi. C'est la minute vieux, quoi. La minute vieux con par le professeur et le docteur. Alors, professeur, hein, vous vous souvenez en 1815, vous rigolez beaucoup moins. Mais... Bon, on va partir sur autre chose. Bref. Je sais pas, peut-être que je le laisserai. Oui, tu peux laisser, ouais, c'est rigolo. On parlait donc des génériques des séries télé. Au fur et à mesure que je parlais, je me suis dit non, ne t'engage pas dans cette voie, non. Eh ben, ouais, je sais, je voyais. Ouais, en tout cas, donc pour reprendre là où j'en étais, on avait des moyens justement, donc on avait les musiques qu'il fallait trouver, et là c'était très compliqué. On avait les BD et Marvel était très fort là-dessus, puisque tous les films qui sortaient, tous les gros blockbusters ou dit comme tel à l'époque, avaient leur adaptation. J'avais Les Dents de la Mer deuxième partie, j'avais Rencontre troisième type. Il y a eu Les Aventuriers de l'Arche perdue, il y a eu, enfin. Et t'avais aussi les novélisations. Et les novélisations, tout à fait, par Alan Dean Foster, l'écrivain le plus chiant de l'histoire de l'humanité. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'aujourd'hui ça n'existe plus, je crois, hein, une novélisation. Tu dois en avoir. En fait, c'est. Il y a eu celle de Star Wars, je te coupe, je suis désolé, mais les Star Wars ont toutes leur novélisation. Ah oui, les derniers, oui. Dont l'épisode 7 par Alan Dean Foster, histoire que les gens se disent c'est vintage et on se fait chier. Donc voilà, les novélisations, c'était les films transposés en roman. Et en fait, ce qui était... parce qu'à l'époque, on n'avait pas donc Internet, on n'avait pas de magnétoscope encore, enfin moi, j'en avais pas. Et donc, la façon de pouvoir revoir un film, en fait, c'était donc, comme disait le docteur, c'était soit de lire la BD, tout en écoutant la musique si on l'avait, soit de lire la novélisation. Et ce qui était intéressant pour la novélisation, et ça je l'ai compris après, c'est qu'en fait, l'écrivain que la production engageait basait son récit sur le scénario, mais pas sur le montage du film. Et donc souvent dans les novélisations, on avait des passages qui n'étaient pas dans le film, des passages qui avaient été coupés. Donc c'était déjà les premiers bonus.
Ouais, c'est tout à fait ça. Mais par contre, il y avait aussi un autre souci, c'était la différence de rythme. Par exemple, justement, je parle de la Dean Foster, qui a aucun rythme quand il écrit. Il écrit bien, il n'y a pas de problème. Hein. Mais lui, tout ce qui est tension, action, il évacue direct. Et du coup, on se retrouve avec des films adaptés, mais qui n'ont plus leur substance. Par exemple, ça fait plus peur, ou c'est pas. Enfin, c'est assez bizarre, quoi. C'est comme avoir une trace. C'est comme avoir une trace avec les scènes coupées, avec tout ça. Mais c'est assez plat. Enfin, ceci dit, c'était pas non plus. C'était pas de la mouise non plus. Hein. On n'est pas dans la littérature complètement pourrie. Le type sait écrire, quoi. Mais il en a fait plein. Il a écrit sous divers pseudos. C'est lui qui a fait. Sous le nom George Lucas, il avait fait Star Wars. Il avait fait Rencontre troisième type pour Spielberg. Il avait fait Star Trek aussi. En fait, il prenait toutes les grosses productions et la lecture, en effet, c'était aussi intéressant parce que des fois, tu avais des bouquins qui étaient adaptés en film qui n'ont pas été novélisés derrière, genre Blade Runner, Wolfen. Ah oui, j'avais lu et c'est le seul caddie que j'ai lu et j'ai arrêté après, quoi. J'arrive pas, quoi. Non, mais c'était pas bien traduit, les Philippe Cadic. Moi, j'ai relu Le Maître du Château avec une nouvelle traduction et en fait, ça envoie le pâté, quoi. Parce que la traduction des années 60, elle est vraiment pourrie, quoi. Mais c'est vrai que c'était intéressant. Moi, j'avais lu le Jaws, Les Dents de la Mer de Peter Benchley. Ah, Jaws. Mais oui, j'avais pas l'âge d'aller le voir au cinéma, j'ai lu le livre. Quelle différence, hein, c'était... La différence, quoi, il y a du cul en moins, il y a la mafia en moins. Le personnage de Richard... On va spoiler. Dans le bouquin, Hooper, il meurt, il se fait manger, mais il est puni pour avoir couché avec la femme du shérif. C'est ce que j'allais te dire dans le bouquin, le personnage de Richard Dreyfuss, c'est un queutard, quoi. Ouais, tout à fait. Il pouvait pas trop le faire là, parce qu'il fallait le rendre sympa. Et puis, surtout après, il fallait qu'il monte dans une soucoupe volante dans le film d'après, quoi. Oui. C'était vachement important. Par contre, il y a une novélisation, là, je viens d'y penser. Elle est plus tardive, mais sur un film qui nous passionne tous les deux. C'est celle de Abyss par Orson Scott Card. Elle est excellente. Je l'ai lu, mais il y a très longtemps. Moi aussi, je me souviens que les premiers chapitres ne concernent pas du tout le film. En fait, c'est l'enfance des personnages. Et tu comprends beaucoup de choses, quoi. L'enfance du personnage. Mais c'est un bon écrivain, et puis si on lui a dit fais ce que tu veux, il s'est lâché, quoi. Ah ouais, c'était très bon. Et donc, à cette époque-là, il y avait aussi des romans qui étaient adaptés en film, et il y avait aussi des films, genre La Tour Infernale, qui était adapté de 2 romans. Et moi, j'avais lu les 2 romans, et tu retrouvais La Tour Infernale dedans. Et c'était assez bizarre, mais c'était les seuls moyens qu'on avait, en fait, quand tu étais un peu passionné de cinéma, quand tu voulais savoir, mais le travail d'adaptation, mais comment ils font, quoi. Voilà. Parce que c'est intéressant, un travail d'adaptation d'un matériau littéraire en un film. Qu'est-ce qu'on ajoute dessus, qu'est-ce qu'on retire, et la musique vient par-dessus. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. On peut voir ça, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux. Là, dans toutes les éditions DVD, tout ça, là, les bonus qu'il y a dans les versions longues, on voit vraiment le travail qui est d'adaptation pour tout. Et c'est vraiment très intéressant. Et on avait ces choses-là. On avait les bouquins, on avait les musiques un peu. On avait les extraits de films à la télé aussi, de temps en temps. Genre la séquence de Spectateur, le dimanche. Et les extraits de films à la télé, d'ailleurs, ce que j'aimais beaucoup, c'est que c'était régulièrement sous-titré. C'était en VO sous-titré. Alors que, en général, les films, à part à Paris, ils étaient en français, hein, faut pas rêver, quoi. Et moi, ça m'avait donné le goût des films sous-titrés parce que je trouvais ça trop cool, en fait. Et un jour, j'avais vu... c'est la bande-annonce d'Halloween. Non, c'est un extrait d'Halloween, un truc comme ça, quand j'étais petit déjà. C'est un des premiers trucs sous-titrés que j'ai vu. C'était en scope et sous-titré, avec la musique de Carpenter derrière. Et ça m'était resté, quoi. Mais ça m'était vraiment resté dans un coin de la tête. Et à la télé, on avait accès à certains films en VO. Hein. Il y avait le cinéma de minuit, je crois. Bon, après, mais c'était des vieux films chiants. Déjà, quand on était jeune, c'était déjà des vieux films. Et le mardi, il y avait la dernière séance. Hein, parce qu'à l'époque, il faut dire que le mercredi... Oui, le deuxième film, des fois, était sous-titré, c'est vrai. Le mercredi, on n'avait pas école à l'époque. Donc le mardi soir, c'était quartier libre, quoi. Et moi, je sais que... Avec Eddie Mitchell. Ouais, voilà. Mes parents restaient jamais pour le deuxième film, et moi j'étais tout seul dans le salon là, à regarder. Mais j'ai vu plein de films fantastiques comme ça. Ouais, pareil. C'était assez incroyable. C'était franchement... Non, mais on peut déconner comme on veut sur Eddie Mitchell et tout, mais
En fait, c'est un vrai cinéphile et il a vraiment fait passer sa passion à plein de gens. Et moi, je trouve que je le respecte comme cinéphile, comme chanteur, je m'en fous. Ouais. Mais comme cinéphile, il était super important pour moi, quoi. Enfin, et puis, pour toute une génération, c'est clair. Il avait toujours des trucs intéressants à montrer, des films de guerre ou des westerns, ou des westerns ou des films de guerre ou des westerns aussi. Et puis, on a eu la créature du lagon, là, en 3D. Ah là, c'était pourri en 3D. Ah, quel malheur! Le Nous, film est génial, mais Ah en ouais, 3D était pourri. C'était un événement parce que nous, on n'avait qu'une télé en noir et blanc à la maison. On a dû aller chez ma tante qui avait une télé couleur avec toutes nos lunettes et tout. On était tous les gamins fascinés et puis les parents derrière qui arrêtaient pas de parler, qui étaient, ils en avaient rien à faire. Mais Bah écoute, pour ma part, on avait tous des lunettes en 3D. On les avait tous, Oui, on on avait tous acheté ça dans ouais, Télé c'était 7 dans jours, les lunettes et Télépoche tout. ou ouais, Télé 7 jours. Et ouais. puis on a réalisé qu'on avait une télé en noir et blanc à l'époque. Donc, si tu veux, tu peux nous expliquer alors comment ça se passait quand t'allais au cinéma, toi? C'était quoi? C'était l'expédition? C'était comment? Ah oui, carrément, parce que il fallait aller à la ville. Bon, j'ai Non mais attends, c'est horrible quand tu dis qu'il fallait aller à la ville. non, ben oui. On avait Dans la carriole du Père Grégoire, on montait et puis. Non, l'été, on avait un petit cinéma dans le village, quoi, qui projetait des films, ce que j'appelle des films à la con, quoi. Les Aldo Machion, les Alain Delon. Donc moi, je me tapais tout ça avec mon frère et les copains, quoi, mais ça m'intéressait pas du tout. Ça me procurait rien et j'étais même pas conscient de la musique parce que ça me plaisait pas. Mais t'es toujours pas conscient qu'en venant du Aldo Machon, t'as une culture nanar qui est quand même vachement solide. Ouais. Mais je me souviens, et ça avait été un gros traumatisme, en allant voir un de ces films un été, ils nous ont projeté une bande-annonce. Et cette bande-annonce, tu voyais un type sur ses écrans de contrôle dans un aéroport en train de parler à un autre type dans un avion qui disait qu'il avait été en contact avec un objet bizarre et l'autre qui lui dit mais est-ce que vous voulez déclarer un incident d'OVNI, machin. Et puis là, boum, rencontre du troisième type. Je suis rentré à la maison, j'ai dit papa, maman, il faut que j'aille au cinéma la semaine prochaine. Non, tu peux pas, on n'a pas d'argent. Et j'ai raté. Du travail, mon petit professeur. J'ai raté rencontre du troisième type, je l'ai raté. Tout ça parce que t'étais pauvre. Ouais, exactement. Et je te jure, j'ai dû en pleurer, je me souviens. Et je savais pas ce que ça marque, hein. Je savais Ça pas marque, je savais pas ce que c'était. Et cette bande-annonce, c'était juste cette scène, tu sais, on voyait que ça, mais ça m'ouvrait un champ de imaginaire énorme, quoi. Je me disais waouh, un avion, une soucoupe volante. Enfin bref. Donc à part ce petit cinéma de province, donc il fallait aller à la ville. Et c'est vrai que aller à la ville, il faut prendre le bus. Et après ça dépend l'éducation ou les parents. Moi, on était surprotégés chez moi, ce qui peut se comprendre parce que mon frère est handicapé, donc. Et on n'avait pas le droit de faire certaines choses ou sous certaines conditions. Et au collège, dès la 4e, enfin plus la 3e, bon, quand ils ont vu que j'étais quand même quelqu'un qui avait la tête sur les épaules, ils m'ont laissé plus d'émancipation. Donc je pouvais enfin prendre le bus et aller au cinéma. Et après au lycée, le lycée était dans la ville. Donc après les cours, je prenais le bus, j'allais en centre-ville. Je leur disais à mes parents, je rentrerai plus tard ou le mercredi, parce que bon, au lycée, on avait cours et le mercredi et le samedi. Hein. Ah, les ados, aujourd'hui, ils pourraient pas comprendre. Hein. On travaillait du lundi au samedi. La minute gros con, là, qui arrive encore. Je pense à un jingle, t'inquiète. Et le mercredi, donc, moi, j'avais cours de 8h à midi. À midi, soit je mangeais à la cantine, soit je mangeais dans un fast-food, parce que les fast-food commençaient à apparaître. Ouais. Et à 14h, j'étais devant les cinémas. Et donc, dès le lycée, c'est pratiquement toutes les semaines, j'étais 1, 2 fois, voire 3 fois au cinéma. J'avais découvert aussi un petit cinéma de quartier qui passait des films qui n'avaient rien à voir avec la programmation officielle et qui les passait en VO sous-titré. Donc, wow. Et moi, comme je commençais à peine à rentrer dedans, quoi. J'avais toute une culture à faire. Et j'ai vu des tas de choses, quoi. Mon premier film en VO sur grand écran, donc ça avait été le Cat People de Paul Schrader. Et pour moi, c'était génial, quoi. D'accord. Peut-être que tu n'aimes pas, mais... Non, c'est pas que j'aime pas,
Enfin, c'est pas un grand film, quoi. Mais ceci dit, ouais, il y a pire. Mais faut bien commencer. Moi, le premier film que j'ai vu en VO, c'est Frankenstein Junior, tu vois. Ouais, bah, Je suis allé le voir avec l'école. Et, et j'avais vu des extraits en français après. Parce que, je sais pas, ils ont parlé à la télé. Et ça m'a pas fait marrer en français. Je Ah non, trouve ça sur- naze. Alors sur- dans la VO, c'était tellement... ah bah oui, t'as un jeu sur les accents et tout, c'est... C'était super bien. Et pourtant, j'étais petit, hein, j'étais au collège et tout. Par contre, la musique de film, ça t'est venu comment, en fait? Parce que t'as vu les séries, mais tu regardais les noms, Non. noms des musiciens. Moi, perso, John Barry, j'avais repéré, quoi. Je les regardais pas tout de suite, en fait. Si tu veux, c'est pas quelque chose dans lequel je me lançais, puisqu'après, j'avais pas de possibilité de poursuivre cette passion qui était en train de naître. Donc, j'attendais les génériques de séries télé, je prenais mon pied devant, ou de certains dessins animés, mais je poursuivais pas, je pouvais pas, en fait. Et c'est véritablement venu, bon, c'était un peu, si tu veux, c'est comme un terreau, quoi. Ça a permis à la graine de pousser, et c'est véritablement venu quand j'ai été voir donc le Retour de Jedi en 83, même si j'avais vu l'Empire contre-attaque avant, mais après avoir vu le Retour de Jedi, j'ai acheté le 33 tours de la BO par John Williams. J'avais les thèmes dans la tête et tout, mais j'avais acheté une bande originale avant, une première, mais c'était pas dans le fait c'était pas pour acheter une bande originale, c'était une sorte de dommage collatéral. C'était ma passion pour Bowie et j'avais acheté la BO de Furio de Ryuichi Sakamoto. Mais c'était plus pour avoir un objet appartenant enfin à l'univers Bowie, donc. Mais le Retour de Jedi est véritablement ma première Non, mais il y a pire que Sakamoto, quand même. Ah oui, non, mais j'adore Sakamoto. Pas déconner, quoi. T'as l'air d'en regretter. Ah non, c'est pas un mauvais, quoi. Pas du tout. J'adore ce qu'il a fait pour Bertolucci, même pour De Palma, il a fait de bons trucs. Non, mais même dans musique, il a fait des trucs. Ouais. Non, c'était pas pour le dénigrer, mais c'était pas un achat pour la bande originale elle-même, quoi. Alors que le Retour de Jedi, c'était véritablement un achat de bande originale. Et je suis rentré dans un monde que finalement je ne connaissais pas. Je connaissais les thèmes et tout, mais je me suis aperçu que derrière il y avait une construction énorme, que John Williams jouait avec les thèmes, avec parfois quelques secondes du thème selon la situation, que le thème se développait de fil en aiguille sur tout l'album et tout. Et la musique pouvait être entraînante, elle pouvait être atmosphérique. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Et l'orchestration, il fallait bien écouter parce que certains instruments apportaient une touche, une saveur. C'était un monde gigantesque pour moi. Et je sais pas pourquoi. Et c'est peut-être... Donc j'avais déjà ça avec les séries télé ou quoi. Mais je me suis trouvé bien dedans, quoi. J'avais envie d'y aller à fond, quoi. Et après, donc... Je n'ai pratiquement plus qu'écouté que de la musique de film. Pas que de la musique, mais grosso modo, principalement, 90% de ce que j'écoute, c'est de la musique de film. Et j'ai démarré quand même, moi, comme je dis toujours, j'ai démarré avec Dieu, quoi. Tu démarres avec John Williams, t'as le haut du panier, et après, tu cherches ses apôtres, quoi. Et après, moi, les gens comme Jerry Goldsmith, James Horner... Michael Kamen, Alan Silvestri et tout, c'était mes meilleurs potes, quoi. Donc voilà, et comme on disait, il fallait expliquer d'où on vient et d'où vient cette passion, même si je ne sais pas d'où elle vient, mais c'est sûr qu'elle prend racine dans l'enfance et dans... J'ai réalisé qu'en fait, parce qu'on est dans un âge où on se cherche à savoir qui on est quand on est enfant et surtout quand on est ado. Et j'ai l'impression que la musique de film savait déjà qui j'étais avant de le savoir moi-même quelque part. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais elle a révélé quelque chose chez moi que j'ignorais en fait. D'accord. En fait, t'avais peut-être besoin d'entendre des histoires. Parce que les musiques de film racontent des histoires aussi.
Ça te replonge, c'est une fenêtre qu'on t'ouvre aussi dans ton imaginaire, quoi. Ah oui, parce qu'au bout de... Après, au fil des écoutes, tu te forges tes propres images sur la musique, en fait. Et c'est pour ça, c'est toujours intéressant ce rapport image et musique, parce que même quand tu écoutes une bande originale, soit tu revois le film, quand c'est très bien fait, on en parlait une fois, quand on écoute l'Empire contre-attaque, on revoit le film de A à Z dans la tête, quoi. C'est immanquable. Ouais, on peut pas voir autre chose, par Voilà, contre. voilà, on peut pas voir autre chose. Par contre, tu as certaines musiques qui, souvent, qui sont bien meilleures que les films, et toi, tu te crées ta propre histoire en l'écoutant, oui, c'est... Ça m'est déjà arrivé d'écouter une musique de film, d'un film qui n'était pas sorti, et je savais à peu près de quoi ça parlait, tout ça. J'écoute la BO, et je me suis mis à imaginer des scènes incroyables. Quand j'ai vu le film, j'étais super déçu, parce que il n'y avait rien de tout ça, quoi. C'est un peu comme quand tu vois une bande originale, ça envoie du bois, ça a une promesse, et puis tu vois le film. Excuse-moi, je recommence. C'est comme quand tu vois une bande-annonce d'un film, et que dans cette bande-annonce, tu te mets à imaginer tout ce qu'il y a entre les plans, entre les extraits que tu vois. Et en fait, ce que tu as imaginé, c'est mieux que ce que tu auras à l'écran, quoi. Voilà, quoi. Ça, c'est par exemple ce qu'on a sur les derniers Star Wars. Hein. Tu vois les bandes annonces, tu dis ouais, puis tu vois le film, tu dis bleu. Et non, mais c'est un vrai problème, en fait, quoi. C'est un vrai problème. Ça t'arrive d'écouter des bandes originales de films que t'as pas vus et de les apprécier? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, peut-être, j'allais dire moins, mais en fait, je vois plus trop de films récents, donc oui, j'écoute des bandes originales dont je vois pas les films, mais à l'époque, oui, parce qu'il s'est passé un truc à un moment donné, c'est qu'au bout d'un moment, il y a deux choses. Et encore un discours vieux con qui va arriver, mais il y a deux choses qui n'existent plus aujourd'hui, c'est que à une époque, on disait je vais voir le dernier film de Martin Scorsese, je vais voir le dernier film de Ridley Scott, je vais voir le dernier film de Steven Spielberg. Aujourd'hui, on dit plus je vais voir le dernier film de, parce qu'il n'y a plus de deux, il n'y a pas de réalisateur pour moi. On va voir le dernier film d'un acteur ou d'une actrice. Donc déjà... Ah si, les Nolan, les gens vont voir un Nolan. Ouais, mais bon, il n'y a plus de réalisateur. Qu'on aime ou pas, je veux dire, non mais c'est une réalité. Moi non aussi, j'en ai rien à foutre de ces films. Son dernier bon film, c'était Inception, et puis voilà, quoi. Mais les gens vont quand même voir un Nolan, ils vont sur son nom. Il y a quand même des réalisateurs. Spielberg, il fait plus, son nom vend plus rien, ce qui est dommage, quoi. Mais Nolan, sur son nom, les gens y vont. C'est comme Snyder. T'as des gens, ils kiffent Snyder, ils vont voir Snyder. Bah maintenant c'est Netflix en même temps. Ou je sais pas, Michael Bay, voilà. Les gens vont voir un Michael Bay parce que tu sais ce que tu vas voir. Tu peux pas être déçu dans la mesure où tu sais ce que tu vas voir et t'auras ce que t'es venu voir. C'est-à-dire boum boum. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que les gens... Attends. Moi, je te parle pas que c'est des grands réalisateurs. Non, c'est pas là-dedans que je veux entrer. Je dis, je ne suis pas sûr que les gens savent qui est Michael Bay ou Nolan ou... Si. Nolan, si, Michael Bay, je t'assure aussi, quoi. Et c'est comme Lynch. Il y a plein de gens qui connaissent pas Lynch, mais ils savent que Lynch, c'est un réalisateur. Et ils ont il y a pas mal de monde qui a la pétoche de rentrer dans du Lynch parce qu'ils se disent, c'est un tel univers. Parce qu'ils ont vu un truc qu'ils n'ont pas compris un jour, personne n'a pigé. Moi-même, hein, des fois, je comprends pas tout quand je vois du Lynch, mais je suis tellement content de pas comprendre que c'est bien. Et des fois, quand je comprends, je suis un peu déçu. Je me dis, je préfère oublier ce que je sais. Mais moi, il y a quand même quelques réalisateurs qui ont des univers. Ce qui est fascinant avec Lynch, et surtout avec deux films, à chaque fois, ça me le fait quand je les revois. Et c'est Lost Highway et Mulholland Drive. Je finis les films, et là, c'est comme quand tu te réveilles et que le rêve est encore frais. Et là, je me dis, ça y est, j'ai tout compris. Et puis là, plus rien. Ah mince. Ouais, c'est un fil qui est assez tenu, voilà. Ténu et que t'essayes d'avoir et tu crois maîtriser et tu l'as pas, ouais. Mais moi, ça me faisait pareil quand je regardais les films d'Eric Romer. Ah ouais, c'était la minute drôle. Le Romer Cinematic Universe. Je te conseille Conte d'été, qui est un des plus marrants du monde. Non, parce qu'en fac de cinéma, on m'a pété les burnes avec Eric Romer et c'est juste pas possible, quoi. Moi, un mec qui filme du théâtre... T'inquiète pas, moi, quand je suis arrivé en fac de cinéma aussi, ils étaient tous avec les cahiers du cinéma, puis moi, j'avais Starflix sous le bras, donc... Pareil. Moi, mes profs bossaient au cahier du cinéma, tu vois, où ils passaient au masque et la plume. Donc, ils étaient tous en train de se toucher la caquette à la radio et tout, et puis on t'expliquait ce que tu devais aimer et détester, tu vois. Moi,
J'étais fan de Carpenter, je suis désolé, quoi. Voilà, c'est les choses qui arrivent, quoi. Et puis un jour, j'ai dit une grosse ânerie, parce qu'on était allé voir Les Ailes du Désir, que, en fait, j'adore, hein. C'est un chef-d'œuvre, un vrai, quoi. C'est un vrai film. Vraiment très beau. Enfin, tout est bien dedans, quoi. Il n'y a rien à acheter. Mais quand j'avais 20 ans, j'ai vu Les Ailes du Désir. J'ai dit à mon prof, ouais, ça ferait un super épisode de la Twilight Zone en 20 minutes, quoi. J'ai vu son regard. Je sais que dans ses yeux, c'était pauvre con. Non, mais je sais qu'il avait raison, en fait. Mais en même temps, t'as des films que tu peux pas voir quand t'as 20 ans, tu les prends pas pareil. Oui. C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait ça. Tout comme mon prof, j'avais un cours de film noir, sur le film noir, tu vois. Et je lui ai dit, ouais, mais Blade Runner, c'est un film noir. Et il me certifiait que non. Je lui disais, mais il y a tous les éléments. Il m'a dit, oui, mais non. En fait, il a raison, c'est pas un film noir. Mais... C'est un film de SF déguisé en film noir. Mais voilà, sinon mes autres profs, ils kiffaient à mort Hitchcock, comme moi, mais par contre, ils détestaient Orson Welles. Ça, c'était un truc, j'ai jamais compris pourquoi. Et on se tapait des trucs, genre, comment ça s'appelle, du Rick Romer, quoi. Allez voir absolument le dernier Romer, Le Rayon Vert. Mais c'est un téléfilm. Non, pas du tout, c'est du grand cinéma. Mais c'est marrant parce que ce regard du prof qui te regarde là et qui pense pauvre con, je l'ai connu aussi parce que on avait un cours où on faisait des exercices de montage. Moi, c'est ce que j'adorais, quoi. J'ai toujours adoré le montage, en fait. Et clairement. Et il nous avait demandé de remonter certains films. Et moi, j'avais pris Profession Reporter, que je détestais. Et c'était long, le début, avec Jack Nicholson. Ça se traînait. Et j'ai remonté le film en faisant quelque chose de vraiment plus dynamique, plus péchu, quoi. Un peu à la américaine. Ben voilà, j'ai eu le regard pauvre con. J'avais touché. J'ai vu quand j'étais ado, Professeur Reporter, enfin quand je devais avoir 20 ans, c'était passé à la télé. Je me suis fait ultra chier. Ben oui, je te dis, c'est... Je me souviens, il attendait sur un parking, dans un hôtel, ça durait des plombs, voilà, c'est ça. Des plombs. Bah, j'ai changé de chaîne. C'est ça, mais c'était apparemment un des films préférés de mon prof et j'avais touché. Non, mais je comprends qu'on puisse aimer, mais il y a un moment quand t'as des âges, moi je pense qu'il y a franchement des âges où tu peux pas apprécier certaines choses, quoi. Mais c'est dégueulasse parce que du coup, ses goûts étaient... prenaient le pas sur l'objectivité, en fait. Il n'était pas objectif sur mon travail. Il aurait pu me dire, ouais, c'est un humain. En même temps, je veux dire, c'est... Il aurait pu me dire, c'est un bon travail de montage, t'as fait quelque chose... J'ai fait un travail sur Carpenter, le mec m'a filé une super note, je crois que c'était 14 ou 15, toi, et à la fin, il m'a dit, plus jamais. Voilà, quoi, c'est tout. Mais j'avais bien bossé, tout ça, et c'était... non, mais de toute façon... genre. Ceux qui connaissent, ceux qui critiquent Carpenter, c'est pas possible, quoi. Il faut voir ses films. Oui, mais on peut aussi, on a le droit de pas aimer. Moi, non, mais je suis pas du tout un ayatollah du cinéma. Non, mais tu peux pas. Tu peux pas parler de cinéma et tu peux pas faire du cinéma si t'as pas vu les films de John Carpenter. Il y a une mise en place, mais qu'on pourrait même pas se permettre aujourd'hui, quoi. Quand tu regardes Halloween, il se passe rien, il se passe beaucoup de choses en même temps pendant 1 heure, quoi. Quand tu regardes comment il s'appelle, Prince des Ténèbres, j'adore Prince des Ténèbres, quoi. Il se passe rien, tout est mis en place, tout s'imbrique petit à petit, et quand ça démarre, ça n'arrête plus, quoi. Oui, voilà, ça démarre, c'est la fin, comme tous les Carpenters. C'est pour ça que mon frère déteste les Carpenters, parce qu'à chaque fois il me dit, mais le film s'arrête quand ça commence. Mais c'est génial, moi, The Thing, mais moi, cette première scène, quoi, tu comprends rien, tu prends le film en pleine gueule, quoi. Cet hélicoptère qui pourchasse ce chien et qui lui tire dessus, quoi. Et qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi ce truc, quoi? Alors on reviendra sur The Thing quand on parlera des musiques, parce qu'on on digresse là. On dérape encore. On dérape, parce que tu m'avais posé une question et tu m'avais demandé si j'écoutais des bandes originales sans avoir vu les films. Et je te disais, oui, j'étais parti sur... on voit un film d'un tel réalisateur. À un moment donné, moi, je me suis dit, j'écoute la musique d'un tel compositeur. Peu importe si je peux voir le film ou pas. Il a été une période où, dès que je pouvais trouver... j'achetais tout John Williams, j'achetais tout James Horner, Jerry Goldsmith. Voilà. Et même si je voyais pas le film, je m'en fichais, quoi. Je voulais les écouter, eux, principalement. D'accord. Et c'est là que tu me dis, et toi, docteur, parce que... Et toi, docteur?
Est-ce que tu faisais pareil? Est-ce que tu écoutais des musiques sans avoir vu les films? Ouais, bien sûr. Bah, j'ai fait ça parce que bah, quand t'es fan d'un musicien, en fait, tu veux savoir ce qu'il a fait d'autre. Donc ça te pousse à écouter aussi ce qu'il a fait avant. Alors des fois t'es surpris. Et puis tu réalises aussi qu'il y a des séries que t'as adorées quand t'es gamin, genre Au cœur du temps, c'est John Williams. C'est vrai. Voilà quoi, c'est des petites choses comme ça qui sont complètement incroyables. Ou Lalo Schifrin qui avait fait Manix ou Starsky Hutch justement et tout. C'était Bernard génial, c'était Herrmann, déjà eux, quoi. Bernard Ah, Herrmann, Bernard Herrmann. Jerry Goldsmith sur Twilight Zone. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une sorte de puzzle qui se reconstitue, et tu t'aperçois que c'est des gens qui t'ont accompagné depuis le début, avant. Mais quand j'étais gamin, mes parents, ils n'écoutaient pas de musique particulière, en fait, donc à part ce dont on parlait tout à l'heure, Charles Aznavour, ou des choses comme ça. Et on écoutait la radio, et puis on écoutait Europe 1, tu vois, et puis de temps en temps, le matin, bah, ils passaient des chansons, et il y a eu un matin, je me rappelle, j'étais vraiment gamin, ils ont passé la chanson de Goldfinger par Shirley Bassey, moi je lui dis ouais c'est quoi et tout, mes parents là ils étaient chauds comme des balles, ouais Goldfinger mais putain c'est un super film, on a vu ça au cinéma quand c'est sorti, c'était trop génial et tout. Alors, mais franchement emballé quoi, genre tu t'aperçois que c'était le méga blockbuster des années 60, hein. C'était un truc de fou quoi, C'est un très c'est bon vraiment film. resté, y compris la musique. Non, j'étais petit et je pouvais pas aller voir James Bond au cinéma parce qu'il me disait c'est des films pour les grands, parce que moi j'allais voir les De Funès, les films des Charlots ou des Disney, voilà quoi. Ça j'avais le droit, il y avait un cinéma pas très loin de chez moi, on y allait le samedi après-midi, toi, c'était cool. Et un jour il y avait, je me rappelle, c'était dans les supermarchés, tu vois. T'avais des télés au-dessus des caisses. Et c'est les premières télés au-dessus des caisses, c'est dans les premiers supermarchés. Ça devait être un mammouth ou je sais pas quoi, bref. Ou un Euromarché, il y avait des petites télés et ils passaient des bandes annonces de films. Et un jour, je vois L'homme au pistolet d'or. Et là, je me dis, oh, L'homme au pistolet d'or, je vais aller voir ça, c'est James Bond, ça doit être génial. Je savais pas. J'avoue, je savais pas. Mais je voulais le voir absolument. Et puis, il se trouvait qu'il y avait Robin des Bois qui sortait au même moment de Disney. Donc on va au cinéma, je me rappelle, j'étais allé à Rony. Rony, c'est en banlieue parisienne. C'était le début des multiplex, des salles qui étaient grandes comme mon salon, tu vois, avec des écrans qui faisaient 3 mètres de large. C'est un peu le foutage de gueule, mais bon, c'était la mode à l'époque, quoi. Et au moment d'aller voir d'aller voir James Bond, ma mère a dit non, t'es trop petit en fait, tu vas aller voir Robin des Bois. Je suis allé dans la salle d'à côté, je suis allé voir Robin des Bois, mon père allait voir le James Bond. J'étais triste, j'étais super malheureux quoi. Ah bah, J'étais vraiment très très malheureux. Et je me disais, ah caramba, je me vengerai, bref, voilà quoi. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à aller au cinéma avec mes potes dans ma ville, dont je tairai le nom parce que je suis pas là, j'ai pas envie qu'on me localise, tu vois. Et non, parce que les hélicoptères noirs, tout ça. Et comment. Et on allait au cinéma le samedi, donc on est allé voir des trucs comme La bataille de Midway. On allait voir des films comme ça, on se retrouvait avec les potes du quartier, toi, copains de classe, potes du quartier. Et, Spirale temporelle. et on est allé voir King Kong. Alors, King Kong, c'était excellent parce que j'avais vu un extrait quand j'étais gamin du vieux King Kong et j'étais terrifié, mais j'étais petit, toi, je devais avoir 6-7 ans. Et à 9 ans, il y a King Kong qui est sorti au cinéma, j'avais 8 ou 9 ans, je sais plus, je suis allé le voir avec mes potes, je m'attendais à voir la pétoche de ma vie. Mais je suis rentré, j'avais vraiment le... J'étais paralysé de trouille en rentrant dans la salle, hein, si tu veux. Je savais que j'aurais peur. Et puis en fait, j'ai pas eu peur. Le film, il est vraiment naze, quoi. Et comme je t'ai déjà parlé une fois, il y avait 3 trucs dedans. Il y avait les plages d'Hawaï. Moi, j'ai halluciné sur la plage d'Hawaï quand il débarque. Il y avait Jessica Lange. J'ai halluciné sur Jessica Lange quand elle débarque. Et il y avait John Barry. Parce que John Barry... Et il y avait Jeff Bridges aussi. Mais puis il y avait une belle photo aussi, je trouve dans New York c'est assez bien éclairé. Mais c'est la musique. Et la musique, je me suis renseigné, j'ai regardé l'affiche et je me suis dit, mais c'est John Barry, c'est le gars qui fait Amicalement Vôtre et tout, enfin toi. Et là j'ai commencé à relier un peu les points. Il faisait une série qui s'appelait The Adventurer, l'aventurier. C'était tout pourri, mais la musique elle est vraiment extraordinaire. Le générique il est d'enfer. Le générique vaut mieux que la série en fait. Et John Barry, j'ai commencé à regarder ce qu'il faisait. Et c'est vraiment le premier, avant John Williams, avant tout ça, c'est vraiment le premier, parce que j'ai vu que c'était aussi celui de James Bond. Toi,
que j'avais toujours pas vu. C'était déjà... J'avais envie de voir James Bond, parce que, voilà, c'est John Barry, quoi. Et l'année d'après, il y a eu L'espion qui m'aimait qui est sorti. J'ai pu aller voir enfin mon James Bond. J'étais super content, mais c'était plus John Barry. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'était vraiment tragique, même si la musique, j'adore. Hein, elle est vraiment bien, pas mal, quoi. Ouais. Mais il y a le thème de Bond, il y a tout ça. C'est disco, c'est rigolo. Ouais, mais la chanson de Carly Simon est excellente. Ouais, franchement, la chanson, elle est géniale. Le film, c'est mon Bond préféré, en vrai. Ça reste mon Bond préféré. C'est pas le meilleur, forcément, mais c'est mon préféré parce que c'est le premier que j'ai vu au cinéma. Je suis allé le voir 2 fois. Je suis allé le voir avec mon père, au même ciné où il avait vu... où j'ai vu Robin des Bois et il avait vu Le Mot Pistolet d'Or, que je voulais toujours voir, malheur à moi. Parce que pour ceux qui comprennent pas, c'est que c'est juste que L'Homme au pistolet d'or est nul, quoi. Non, c'est pas nul, il y a plus nul que ça, il y a Spectre. Non, je trouve que Spectre est bien pire, parce que moi, dans Le Mot Pistolet d'Or, c'est rigolo parce que t'as James Bond qui fait du karaté, tu vois. Oui. Mais moi, toute la période Roger Moore, j'ai du mal parce que j'adhère pas à son Bond, en fait. Non, mais c'est pas grave. Oui. Et donc, quand le film il est passé dans ma ville, parce que ça passait toujours genre 3 semaines après les autres, tu vois, et je suis allé le voir avec mes potes au cinéma, donc pareil, un samedi après-midi, on s'est vu le James Bond, et là j'ai fait attention à la musique, j'ai fait attention à plein de choses, je regardais générique jusqu'au bout, là j'ai commencé à faire vraiment, vraiment gaffe, quoi. Et c'est l'année où Star Wars est sorti, parce que voilà, Star Wars, ça a un peu changé la vie. Mais à cette époque-là, les films étaient en français, par contre, hein, on n'avait pas le choix. C'était c'était comme ça, quoi. Et je sais pas si tu te souviens, même dans le générique de Star Wars, les crédits étaient écrits en français et Luke Skywalker s'appelait Luke court le ciel. Je sais pas, je restais pas. Quand j'étais avec mes parents, je restais pas. C'était l'enfer. Ils avaient traduit Skywalker, quoi. Court le ciel. Ouais, ça, je me souviens pas. Mais ce que je me souviens, c'est que mes parents, quand j'allais au cinéma avec eux, c'était faut se mettre au fond de la salle, le plus loin possible de l'écran. Genre, ça va te mordre. Ouais, mais c'était comme ça, quoi. Alors qu'en fait, moi, je me fous au 3e rang systématiquement, au milieu, 3e rang, et puis voilà, je vais en avoir plein la gueule. Sinon, autant regarder la télé ou regarder un film sur son téléphone, toi. L'immersion, c'est important. Et donc je continue là-dessus. J'y allais avec mes potes. Et avec mes potes, en fait, on commençait à avoir une petite cinéphilie, même si c'était des trucs un peu, un peu blockbuster. C'était pas la vraie cinéphilie. À côté, on regardait d'autres films à la télé. Hein. Moi, je kiffais les films catastrophes et tout. Mais on n'avait pas beaucoup de choix. Je sais pas si tu te souviens. On avait beaucoup de films de guerre, beaucoup de westerns. Et c'était essentiellement ça, quoi, ce qui passait à la télé. Quoi. Ah oui, à la télé, oui. Bizarre. Oui, c'est... tout à fait. Je te dis, ou alors après on avait les films un peu intello au cinéma de minuit, ou comme on disait tout à l'heure, avec la dernière séance, tu avais les séries B, le deuxième film. Mais ça, par rapport à... Moi, je suis plus vieux que toi, en fait, je suis plus vénérable et plus sage. Et j'ai 2 ans de plus que toi. Mais c'est comme une génération, mon gars. Non, mais bon, par contre, moi j'ai découvert ça vraiment quand j'étais ado. Là, je te parle vraiment quand j'étais petit, en fait. D'accord. J'étais encore en primaire. Toi, j'étais en primaire ou en 6e, tu vois. Et après Star Wars, le cinéma où j'habite a fermé. Donc aller au cinéma, fallait prendre le train. C'était soit il y avait un cinéma qui était à 10 km, un à 20 km, et un autre fallait aller à Paris qui était à 30. Et donc c'était un déplacement à chaque fois. C'était un déplacement, et c'était chiant d'y aller tout seul, donc on y allait, on se formait des bandes de potes un peu cinéphiles. On se faisait ça quand on était au collège, tu vois, dans la classe, et on partait voir les films tous ensemble, tu vois. C'est comme ça qu'on allait voir Blade Runner, Mad Max 2, tout ça. Et il y a eu aussi un passage, un moment qui était marrant, c'est quand j'ai réalisé que, par exemple, John Williams, il avait fait Superman. Quand j'ai vu Superman, je me suis dit, mais putain, c'est la musique de Star Wars aussi. Ça, c'était une sorte de révélation, tu vois. Même si quand j'étais gamin, je regardais beaucoup les affiches des films, parce que quand j'allais à l'école, il y avait toujours des affiches, tous les mercredis, ça changeait. Tu avais 2 affiches, et je dévorais les affiches. Et je lisais tout ce qui était en bas, les noms. Et j'avais été traumatisé par l'affiche des Dents de la Mer, par La Tour Infernale, par Histoire d'eau. À cette époque-là, il y avait des boobs dans la rue, quoi. Ouais. Donc c'était quand même... Ouais, c'est notre époque, les années 70. Hein. C'est clair. Ah non, mais clairement, genre, les gens n'étaient pas choqués, quoi. C'était pas... Faut pas déconner, quoi. C'était pas fragile comme maintenant. Oh mon Dieu, une femme nue, je vais défaillir. Bah ouais, c'est pas grave. Elle va pas te manger.
Et donc c'était ouais, mais c'était quand même c'était troublant quoi. Voilà, je me rappelle, j'étais resté bloqué devant longtemps toutes les affiches comme ça, dont des faux Bruce Lee aussi. Et d'ailleurs à ce moment-là, je me souviens, j'étais allé en Touraine parce que la Touraine, tu vois, c'est du côté de chez Fillon, tu sais, Sablé, machin, la Sarthe, tout ça. Enfin, ça se trouve je confonds. J'en sais rien. Enfin bref, en tout cas pour moi, dès le moment où on sort de l'argent parisienne, je suis désolé de le dire, mais c'est tout se ressemble. Et il y a les loups, quoi, voilà. Voilà, oui. Et il y a les gueux, les loups. Et il y avait un cinéma qui était mis, un petit cinéma dans l'église, en fait. Il y avait des projections. J'étais allé voir, je sais plus quel film, et il y avait une bande-annonce d'un film de Hong Kong, un truc de la Shaw Brothers. Et ça, par contre, tu vois, quand tu parlais que tu as vu Rencontre troisième type, la bande-annonce, bah moi, c'est ce truc-là. Je me suis dit, mais j'ai envie de voir ça, quoi. J'ai envie de voir ces films. Putain, le mec, alors, le truc avec un sabreur manchot encore, tu vois, il se coupe le bras pour se libérer, et puis après, il va se venger. C'est pareil, la même histoire. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on a eu un déclic, parce qu'on allait voir des films, parce qu'il fallait aller les voir, forcément, mais parce qu'on était entre potes, comme tu dis, donc il fallait faire des choix. Et puis à un moment donné, il y a eu un film qui t'a dit, voilà, c'est ça que je vais voir. J'arrête les conneries, maintenant je vais voir mes films, quoi. Ah non, moi j'ai pas arrêté les conneries, c'est juste que ça me proposait autre chose et j'étais vachement content. Donc j'avais vraiment envie de voir ça. Mais ça, je les ai vus après, mais en vidéo. Parce que au cinéma, c'était souvent interdit aux moins de 18 ans, parce qu'il y avait des décapitations, des démembrements et tout, tu vois. Donc je les ai vus en vidéo, au vidéoclub, c'était des cassettes qu'on louait pas cher. Personne n'en voulait, donc c'était pas cher. Et donc j'allais voir ces films-là. Je disais les novelisations en Marvel. J'écoutais déjà les musiques aussi parce que dans mon collège, on était une bande de potes avec qui on allait voir les films. En fait, on s'intéressait à la musique de film. Et il y en avait un qui avait plus de thunes que nous. Il achetait plein de choses, quoi. Et puis il avait la possibilité d'aller à Paris à la Fnac. Et donc, il avait plus de moyens que nous pour ça. Donc il achetait les vinyles et on les avait sur cassette, quoi. Et ma première cassette, en dehors de Jean-Michel Jarre, qu'on m'avait offert, que je me suis acheté en musique de film, c'était l'Empire contre-attaque. Et ça, c'était génial. Mais la version 40 minutes. Hein. Ouais, donc pour finir ce que je disais, parce qu'en fait, c'est compliqué tout ça, avec ma bande de potes, on était 4 ou 5 comme ça, donc on essayait... C'était compliqué d'avoir des musiques. Hein. Il y avait un magasin dans ma ville... qui vendait des musiques de films, mais c'était vraiment du one-shot et pas mal d'Ennio Morricone, pas mal de... Mais c'est toujours compliqué, hein. Aujourd'hui, moi, je vois... le rayon de la Fnac, il existe. Il y a plus de... La Fnac que j'ai ici, il n'y a plus de musique de film. À Cultura, ils en ont encore un peu, mais c'est très compliqué, hein, Et aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui on a des gros labels qui font des rééditions complètes et toutes qui sont intéressantes, que ce soit chez Varese, chez La La Land, chez Intrada, ben ça coûte les yeux de la tête avec l'importation, quoi. Ouais, tout à fait. Non mais je suis d'accord, c'est vraiment... C'est une passion qui est compliquée et qui est coûteuse en plus. Ouais, tout à fait. Et c'est une niche en même temps. Ouais, et t'as pas beaucoup d'amis, quoi. Donc... Mais c'est une niche, et puis je pense que les gens qui vendent se disent que les gens qui achètent ont de l'argent. Oui. Genre, et ça, c'est pas vrai, parce qu'on est pauvre. Tu dois connaître donc le site et le forum Underscore, quoi. J'y vais de temps en temps, quoi. Et là, l'autre fois, il y en avait un qui avait lancé un sujet. Combien d'argent dépensez-vous par mois l'année se terminant, combien avez-vous dépensé? Il y a des sommes hallucinantes, quoi. Ah ouais, comme tu dis, il doit y avoir de l'argent, quoi. Il y en a un qui le disait ouvertement. Il disait, oui, moi, je gagne bien ma vie, donc je peux me permettre tous les mois d'acheter pour autant, quoi. Ouais, bah moi, je peux pas. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a le téléchargement qui existe, et quand vraiment c'est bien, bah, je me démerde pour avoir le CD. C'est comme ça que j'ai eu le Star Trek, La La Land, c'est comme ça que j'ai eu... Le King Kong de Paris, le double, enfin voilà, je me débrouille pour avoir les choses correctes, mais je suis obligé d'être sélectif par rapport aux achats. Ouais, on est obligé. Et c'est obligatoire de toute façon, quoi. Et puis de toute façon, il y a tellement de rééditions, tellement de tout. Je sais plus combien il y a de Conan le Barbare, c'est n'importe quoi. On arrive au n'importe quoi au bout d'un moment, quoi. Donc je m'en fais pas trop là-dessus, et j'ai pas de scrupule à télécharger, parce que en fait, quand c'est bien, j'achète sans scrupule aussi, quoi. Et souvent,
souvent maintenant ce qu'ils font, c'est que vu qu'il n'y a plus de limite au temps quand tu télécharges, quand écoutes un disque, il n'y a plus de sélection, ça peut devenir carrément même chiant écouter une BO parce que quand t'as 1h20 de musique, Ouais. des fois t'as des films, t'as pas 1h20 de bien, quoi. C'est vrai qu'on est Ça ressemble à rien, quoi. on est passé d'un extrême à l'autre. À l'époque, les Varese Sarabande, ils duraient 30 minutes pour des questions, parce qu'ils voulaient pas payer plus les musiciens, donc il fallait 30 minutes pile poil. Et là, on passe à des albums, comme tu dis, d'1h20, quoi. Et ce qui se fait plus aujourd'hui, je trouve, et ce que faisait beaucoup, par exemple, John Williams, c'était qu'en fait, le disque ou le CD, c'était réorchestré, c'était des morceaux... Ouais, bah le premier Star Wars c'était ça, Voilà. ils ont fait ça avec The Fury, Les Dents de la Mer. Voilà, il réinterprétait la musique pour que ça aille dans, enfin, pour que ça soit Il plus faisait un agréable, album. pour que ça soit plus agréable à l'écoute sans les images, en fin de compte. Ouais, il faisait un vrai album qui racontait quelque chose. Voilà. En fait. Tandis qu'aujourd'hui, on nous balance la musique de film comme on l'entend dans le film, et c'est pas forcément pertinent à certains moments, quoi. Donc, Ouais, des fois c'est un petit peu chiant, Mm. je t'avoue. Et mais bon, c'est comme ça, quoi. C'est aussi à nous de faire un effort. dans le Retour de Jedi, Enfin, le savoir, quoi. tu avais le thème des Ewoks et tout. On l'entend jamais en entier dans le film, autant que je me souvienne et tout. Là, il a été construit, quoi. T'avais le thème de Luke et Leia et tout ça. En fait, il prenait tous ces thèmes et il te les jouait. C'était superbe, quoi. Ouais, tout à fait. Mais bon, c'est un peu spécial la musique de film justement pour ça, parce que, un, c'est une niche, deux, c'est un truc, les gens. Enfin, ça n'a c'est pas tellement changé, tu vois, quand on écoute la musique de Amélie Poulain, honnêtement, c'est pas de la musique de film, c'est une suite de morceaux et tout, un truc d'ambiance, quoi, tu vois, et les gens ont kiffé, ils ont voulu retrouver ça, ils ont adoré Titanic parce qu'ils voulaient prolonger l'expérience, mais après, c'est une James Horner, il y a des trucs pas mal en Titanic, Oui, il y mais a pas de souci. non, quoi. non, mais les gens n'achetaient pas Titanic parce que c'était James Horner. Ils achetaient Titanic parce qu'ils avaient aimé Titanic, comme tu dis, et parce qu'il y avait Céline Dion ou des trucs comme ça. Moi, Ah, dans le disque, il n'y a pas Céline Dion, je crois pas. Ah, Moi, si, j'avais si, acheté si, si, Titanic. si, 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 Ah si, bon si. Eh ben oui, il y a la chanson. Bah, j'ai dû couper systématiquement. Parce que Ouais, ça ouais, passe pas bah, chez moi. c'est la dernière piste. Et Ah bon Bah, donc je dois couper à ce moment-là. ouais, je pense. Mais non, mais moi j'avais des amis à l'époque qui allaient qu'une fois au cinéma par an et donc ils avaient été voir Titanic, ils avaient acheté le CD alors qu'il y avait 3 CD chez eux, quoi. Donc ils étaient pas du tout dans la musique. Bah, moi, j'ai des amis qui allaient une fois par an au cinéma, ils sont allés voir Titanic et ils sont retournés voir Titanic. Donc, voilà, hallucinant. Mais il y a un truc qui est bien aussi, mine de rien, avec les téléchargements maintenant, il y a un truc qui est pas mal. C'est qu'on a droit aux sessions d'enregistrement. Ouais. Et ça, je t'avoue que c'est quand même vachement bien. Parce que tu rentres un peu dans le secret, quoi. T'entends toutes les prises, C'est t'entends vrai. tout ça. Et là, voilà, alors c'est pas commercialisé, hein, c'est un petit peu du mis comme ça, quoi. Et je trouve que c'est un truc qu'on n'aurait jamais eu avant. Voilà. Non. On n'aurait jamais eu ça avant Internet. On n'aurait jamais eu droit au travail. Parce que là, c'est carrément du work in progress et je trouve ça vraiment fascinant. Mais il y a quelque chose, une fois, j'ai une amie qui m'a fait une réflexion, qui m'a interpellé, et je pense, et après j'ai réfléchi un peu dessus, et je pense que la musique de film n'est pas si étendue, comme tu dis, c'est une niche, parce que le spectateur lambda n'a pas conscience qu'il y a de la musique de film. Donc cet ami me disait qu'ils avaient été voir, dans le cadre des ciné-concerts, tu sais, c'est un orchestre qui joue la musique en même temps que le film est projeté. Oh, Et oui. ils avaient été voir le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le premier. Et elle m'avait dit, waouh, mais la musique a une importance dedans, c'est énorme. Tout ça parce qu'ils avaient l'orchestre, ils le voyaient jouer, ils se rendaient compte que il y a de la musique. Parce que la musique de film, en fait, correspond à une couleur qu'on ajoute à l'image et au son. C'est juste une sorte d'ambiance. Et quand les gens sont dans le film, vraiment, quand c'est pas des fans de musique de film, ils vont se dire la musique était bien, parce qu'ils auront écouté le générique, mais par contre, ils n'auront pas eu conscience de tout le reste. Parce que ça aura appuyé les meilleurs moments, ça aura rendu épique d'autres. Et c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, une musique qui te fait sortir du film, c'est compliqué. Oui, oui. Tu vois, il y a des fois, la musique elle peut être super bien, il n'y a pas de problème, mais elle va te faire sortir du film. C'est comme si elle te tapait un peu dans l'épaule et tout, sur l'épaule, et fait hey, regarde, t'as vu, c'est vachement bien. Et puis voilà, quoi. C'était
tout un périple, toute une aventure. Déjà, comme on en parlait, d'aller au cinéma, ça te bloquait toute une après-midi entière. Parce oui, t'étais obligé il de fallait y choisir. aller, il fallait contacter les copains. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, tu téléphonais chez les parents, je pourrais parler à un tel, machin, oui. Bon, on se donne rendez-vous à l'arrêt de bus, machin. Fallait aller à l'arrêt de bus. Donc ça te prenait l'après-midi entière, quoi. Mais c'était passionnant. Et la C'est une musique... aventure à chaque fois, c'était Voilà. cool. C'est pour ça peut-être qu'on n'oublie pas aussi, parce que Oui. chaque film est associé à un... Bah oui. Moi, je me souviens d'où j'étais, hein, quand je suis allé voir Mad Max 2 avec mes potes, je sais dans quelle salle... Je sais dans quelle salle j'étais, je me rappelle du trajet pour y aller. Je sais que quand j'ai vu Les Aventures de l'Arche perdue, on est resté 2 séances de suite dans la salle. Je suis rentré super tard et je me suis fait engueuler par mes parents. Et je leur ai dit ouais, mais j'ai vu un film génial, j'ai voulu le voir 2 fois de suite. Et je me rappelle de ça parce que c'était moins, c'était du travail pour eux. Voilà, c'était comme tu dis du travail. On devait le mériter et quand on était devant le film, on était en adoration la plupart du temps. Enfin, et la musique de film, c'est pareil. Quand on achetait un CD, enfin d'abord un 33 tours, après la cassette ou après le CD. Comme tu dis, toi, tu as travaillé très jeune. Moi, je travaillais pas encore. J'ai commencé à travailler qu'à 18 ans, l'âge légal. Mais moi, j'ai le peu d'argent de poche que mes parents me donnaient. Il fallait que je puisse me payer le cinéma et que je puisse économiser le peu qui restait pour avoir un 33 tours, quoi. Et ça me mettait quelques semaines. Et quand j'avais le 33 tours, il fallait faire des choix. Donc, déjà, j'avais pas un choix énorme ici. Mais quand je faisais le choix, en espérant que c'était le bon, généralement, je me trompais pas assez, pas trop, quoi. Bon, quand tu prends le Retour de Jedi, t'es sûr de pas te tromper, par exemple. Mais... Vous me le ramenez d'Angleterre. Celui-là, mon pote, il l'avait vu en Angleterre à sa sortie. Et donc, quand il m'a ramené l'album et j'étais content aussi. C'était un peu en avance par rapport à ici, quoi, tu vois. Et quand t'avais ta galette, quoi, la bande originale, tu l'écoutais, tu faisais que ça, quoi. Tu ne faisais plus rien. C'est tout par cœur. Voilà, tu le mettais, tu l'écoutais, tu le retournais, tu mettais la face B, et puis tu reprenais. Alors moi, je sais que mes parents en avaient marre d'entendre le Retour du Jedi. Hein. Mais bizarrement, je l'ai pas écouté des masses parce que c'était pas ma préférée. Par contre, quand j'ai découvert qu'il y avait un double album de l'Empire contre-attaque, là, j'étais ouf. Oui. Mais il coûtait très cher et c'est mon pote plus fortuné qui l'avait, donc c'était pour être sûr de bien l'avoir. Lui, il avait un truc pour enregistrer les cassettes en stéréo, tout ça, enfin, ma chaîne, tu vois. Il m'en avait fait 2 exemplaires, en fait. Il m'avait fait 2 exemplaires parce que si je cassais ma bande, tu vois, c'était pas bien, quoi. Mais lui, c'était un vrai fan. Il était ultra fan de Goldschmidt et de Bernard Herrmann. Mais c'était ouf parce qu'on avait des discussions vraiment d'intégristes de la musique de film, quoi. Déjà à cet âge-là, quoi. Mais c'est amusant ce que tu dis. En fait, c'est vrai quand on va au cinéma avec ses potes. Le jour, je suis allé voir Matrix avec des potes. Et le fait c'était prévu depuis longtemps, on s'est donné rendez-vous. Il y avait le Covid, fallait faire gaffe. T'as tout un tas de trucs qui rentraient en compte. Et ce qui fait que j'ai passé une excellente journée, en fait. Et le film, il est associé à ça. Alors, même si le film, on peut en penser ce qu'on veut et tout, mais pour moi, il sera toujours super cool, parce que juste avec mes potes nanardeurs, faut que je les présente, ils sont trop bien. Et ils ont une culture cinéma qui est assez balèze. Hein. C'est vraiment bien. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, quoi. C'est que t'associes aussi le souvenir du film à ça. Moi, quand j'ai vu King Kong, j'étais avec mes copains de classe. Et quand je le remate à la télé, je me souviens toujours de ce moment, parce que c'était marrant quand j'ai vu Hurlement. Je savais que tu avais une moitié des élèves qui étaient allés voir à la boum dans la salle d'à côté. Et toi, Hurlement, quand je l'ai vu au cinéma, c'était ça. Je sais qu'il y avait le premier Star Wars que j'ai vu la première fois que j'ai vu l'épisode 4 en VO, c'était dans un cinéma d'arrêt d'essai, ça devait être tout début des années 80, il avait sorti, et j'ai retrouvé en fait des potes de mon collège. Et c'était marrant, et le lendemain, il y avait ce côté, ouais, on y était, nous. Nous, on l'a vu en VO, là. On l'a vu, toi. Voilà, c'était autre chose encore. Et tout était important parce que c'était à chaque fois un petit événement, en fait. Et c'était un événement en commun. Et c'est ça, le cinéma. C'est pas juste être son cul devant Netflix où tu mates ton truc tout seul, tu vois. C'est aussi un truc que tu partages. Alors, tu peux le partager avec une salle quand tout le monde rigole ou quand tout le monde a peur. Parce que des fois, un film qui fait flipper, t'as la salle, elle respire plus, quoi. Tu vois, c'est encore plus flippant, quoi. C'est une expérience commune. Voilà, et il faut pas perdre ça, quoi. C'est vachement important. C'est vrai que quand on est dans un cinéma, que le film est bon, qu'on est pris dedans, et qu'à l'unisson toute la salle réagit pareil, mais c'est génial, quoi.
Ouais, moi je préfère ça plutôt que toute la salle qui bouffe des pop-corn. Ah oui. Moi je trouve que c'est un truc super important, l'expérience au cinéma avec des gens, parce que il y a une émotion qui se dégage, il y a une force. Un film drôle est 100 fois plus drôle que dans une salle. C'est clair. C'est vraiment oui. un film. Il y a des séquences de films que j'ai vues en IMAX et tout, avec des images vertigineuses. Tu sens dans la salle quelque chose qui se cristallise. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est. Tu sais qu'il se passe. Quoi. Tu sens qu'il se passe quelque chose. Tu as les spectateurs, ils retiennent leur souffle, ou il y a un. Et c'est vraiment important. Quoi. Et ça, c'est une émotion que j'adore depuis que je suis gamin, en fait. Et moi aussi, et je sais que quand les lumières se rallument, des fois, c'est intéressant les réactions, parce que, par exemple, quand une lumière se rallume d'un film de Lynch, on est tous là à se regarder en espérant que quelqu'un va nous dire j'ai compris. Ou quand tu ressors d'un film vraiment bouleversant, quoi, que les lumières se rallument, on est tous un peu fébriles, on a presque envie de se prendre dans les bras. Enfin, il y a quelque chose qui passe, quoi, parce qu'il nous a raconté une histoire. Voilà, il y a quelque chose qui réunit tout le monde, mais on passe jamais le pas. Moi, c'est ça qui m'embête. J'ai souvent eu envie d'avoir des cinémas où, après le film, on se fait des bisous. Non, mais on organisait un débat. Ceux qui veulent rester et partager leur impression. Alors ça, je l'ai vu, il y a des cinémas d'arrêt d'essai dans le coin où je suis, où après le film, en gros, on discute avec le réalisateur. Après, on se fait des bisous. Peut-être pas, parce qu'il est tard. Moi, je sais qu'une fois, ils ont dû fermer la salle. Il y avait un débat, ils ont dû fermer la salle, et ça s'est fini dans l'herbe, sur un petit terre-plein devant le cinéma, à discuter, assis dans l'herbe avec le réalisateur, continuer la discussion, et c'est des moments magiques, quoi. C'est des moments vraiment... Ouais, parce incroyable, quoi. Quand tu vas avec des potes, c'est sûr qu'après tu peux discuter, hein, mais des fois, bon, il m'est arrivé d'y aller souvent tout seul, mais bon, mais ne pas me sentir seul dans la salle parce qu'il y a plein de monde. Oui, mais t'es t'es frustré de sortir du film, et t'as envie d'en parler, mais... Oui, parce que tu viens de vivre une expérience. Voilà. Parce que pour moi, le cinéma, d'abord, le premier truc, c'est qu'on te raconte une histoire. Ainsi, après tous ces souvenirs, à la fois drôles, douloureux et souvent passionnants, le docteur et le professeur vous invitent à la conclusion du podcast. Plus une programmation qu'une conclusion d'ailleurs. Tout ça, ça va m'amener à une question, professeur. Parce que là, on discute, on va parler de No Life et tout, 3615 No Life, tout ça. Et No Life et No Life en même temps. Oui. Donc l'idée, c'était, de structurer par décennie pour voir l'évolution donc de la musique, et commencer avec notre décennie, le départ de notre passion. Maintenant, tu dis, mais il faut parler de Bernard Herrmann et tout. On l'a connu après, enfin moi je l'ai connu après sur le tard, mais on peut ensuite en faire référence, de toute façon c'est pas gênant, hein. On va faire ça. De toute façon, Bernard Herrmann, c'est indissociable, même de Jerry Goldsmith dans Star Trek par exemple. Tous les meilleurs passages, en fait, c'est quand même vachement une reprise de Vertigo pour plein d'ambiances et tout. Et c'est des gens qui ont tellement posé de jalons musicalement, tout comme un type comme Elmer Bernstein, qui avait fait La Grande Évasion. Oui, La Grande Évasion. Il a continué de faire de la musique de film derrière. Après, moi, Ghostbusters, j'ai le truc, c'est la grande musique, mais il a fait Métal Hurlant, ce qu'il a fait pour Métal Hurlant, c'est complètement ahurissant, quoi. Voilà, quoi, c'était... Mais il y a eu cette période du début des années 80, quand il y a eu Conan le Barbare, tout ça. Enfin, toute la musique héroïque fantasy, c'était vraiment fou, quoi. D'accord, donc... De toute façon, quand on regarde... j'ai revu récemment Conan le Barbare. Quand tu le regardes, c'est presque un film muet, c'est presque un film musical, quoi. Tout à fait. T'as pas beaucoup de dialogue, quoi. C'est grandiose. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve plus aujourd'hui, malheureusement, quoi. Ouais, parce que le véritable langage universel, en fait, c'est la musique. Parce que quel que soit le pays, quelle que soit la race, l'ethnie, la culture, la musique, tu la comprends, tu la ressens, quoi. Donc, et tu comprends ce qu'elle veut faire passer. Ouais. Et c'est vrai que les films les films étaient portés par la musique. Ouais, c'est ça qui me plaît aussi dans le musique de film, c'est qu'il y a une force. Il y a une force, t'es emporté dans une sorte de flux et de flow. Enfin, je sais pas comment on pourrait dire, mais c'est quelque chose ça te cueille, quoi. Voilà, quoi. Et puis des fois, ça se rapproche du rock, des fois ça se rapproche de l'électro. Voilà, oui, moi j'ai... par le biais de la musique de film,
j'ai rencontré, enfin j'ai appris à apprécier beaucoup de styles musicaux, parce que comme tu dis, la musique de film peut aller dans tous les sens, elle côtoie tous les styles en fait. Donc Moi, ça parce m'a que ouvert à la The Cure, par exemple. la plupart des temps, les gens pensent musique de film, ouais, c'est de la musique classique, machin. Non, c'est pas que ça, quoi. Moi, Non, il n'y a pas que ça. De toute façon, la musique de film est obligée de se nourrir d'influences d'autres genres, d'autres choses. Et c'est obligatoire, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, on peut pas passer à côté. Et la musique de film aussi crée ses propres références. c'est Ça, clair. c'est un Oui, truc elle qui se est nourrit, fou aussi. elle se nourrit d'elle-même, oui. Ouais. Ouais. Donc Au point, c'est comme ça qu'on a eu l'avènement d'Hans Zimmer, Voilà. qui a réussi en fait à sortir le même morceau pendant des années, qui était très bien, quoi. Mais il y a un moment. D'ailleurs, j'ai regardé la série Le Tour du Monde en 80 jours, Je l'ai pas qui regardé. est passée à la télé, et c'est Hans Zimmer qui a fait le thème principal. Et en vrai, il a vraiment bien bossé, quoi. Parce qu'il a fait un thème qui a une ampleur, qui donne à une série télé une ampleur de cinéma, et vraiment, je trouve qu'il a vraiment bien travaillé, quoi. Je peux pas dire que du mal d'Hans Zimmer, hein, parce que... Non, il n'y a pas que du mal à en dire, mais de toute façon, là, on dérape sur le podcast. Oui, qui sera... c'est pour ça que tu vas conclure, en fait, professeur, pour nous expliquer à quoi il faut s'attendre dans les prochains podcasts musique de film. Donc, dans les prochains podcasts au sujet donc des musiques de films, nous allons essayer d'aborder les différentes décennies depuis on avait pris comme date de départ 1976, donc la première décennie, ça serait 76-86. Vous allez nous dire, mais pourquoi pas faire 70, 80, 80, 90 ? Ben parce qu'on préfère 76, point. Mais... Ouais, c'est un choix. Voilà. La vie est faite de choix. Et donc, on va voir ce qui s'est... dans toutes ces décennies, on va voir ce qui s'est passé, ce qui ressort. On va essayer chacun d'apporter une petite liste de musiques qui, pour nous, sont des jalons, quoi, des moments importants. On n'aura peut-être pas forcément les mêmes listes, on aura certainement des films en commun, mais d'autres peut-être pas, parce qu'on a chacun... Et puis on va pas étaler notre science non plus, quoi, là-dessus, c'est pas... je pense qu'on va mettre en avant ce qu'on a trouvé important. Voilà, ce qu'on a trouvé important, et donc on va essayer de voir ce que ça dégage, tout ça, d'essayer de voir ce que la musique de film nous dit du film, et de l'évolution. Ouais, tout à fait. Très bien, bah écoutez, professeur, j'ai hâte de nous entendre. J'ai hâte de nous entendre aussi. Il est temps pour nous de laisser le docteur et le professeur se reposer pour préparer la suite de ce podcast de musique de film, la suite du podcast d'avant sur le cinéma et peut-être, qui sait, un podcast sur la cuisine. Oui, car le monde est vaste et le docteur et le professeur le savent. En attendant, à bientôt. On compte sur vous. Et regardez des films, mais des bons, hein, parce que des daubes, il y en a un paquet quand même.